il me reste la lourde tâche de commencer cette discussion. Je vous propose, parce que je ne sais pas bien faire autrement, j'ai préparé un diaporama parce que je ne sais pas bien faire autrement. Voilà. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça c'est un petit peu. Alors. Donc, je vais essayer de discuter quel sujet pour quelle expérience, avec un point de vue qui est assez différent probablement de ceux qu'on a entendus, qui est un point de vue de psychologie cognitive des apprentissages. Je suis psychologue, donc je fais de la psychologie cognitive des apprentissages professionnels dans un laboratoire. Et ce point de vue va être sur un point de vue didactique professionnel. En fait, j'ai deux identités, comme on peut dire, qui sont tout à fait cohérentes entre elles. Une première influence qui est celle de la psychologie cognitive, qui est celle d'une psychologie avec une approche scientifique. Je vais essayer de ne pas tomber, comme disait tout à l'heure Yves Schwartz, dans la récupération scientifiante de l'expérience. Mais enfin, j'ai une formation scientifique d'abord. Et puis la deuxième influence est celle de Pierre Pastré, en particulier, sur la didactique professionnelle. Et donc sur l'importance en particulier de l'analyse de l'activité. C'est un petit peu ce que je vais essayer de montrer là. Je vais essayer de discuter les points dans les textes que j'ai pu avoir. Et je l'ai fait aussi en rapportant, je suis aussi plutôt un homme d'action qu'un homme de pensée, on va dire. Et donc, j'ai essayé de rapporter en quelque sorte les concepts, tous riches en tout cas et importants, à des activités expérimentales ou à des activités d'analyse du travail, donc à des cas particuliers que je vais essayer de vous montrer, soit dans des travaux un peu anciens que je trufferai de ma discussion, soit dans des travaux nouveaux, dont certains résultats, les travaux qu'on mène avec les étudiants au laboratoire, m'ont posé un certain nombre de questions sur l'expérience. Et en particulier, vous verrez, je fais des comparaisons entre les experts et des novices qui donnent une idée de ce qu'est l'expérience, puisqu'on a un peu les deux bouts de l'apprentissage du travail et de ce que le travail a appris un peu plus tard. Donc voilà. Donc je vais discuter les points suivants par rapport à ce qu'a apporté Pierre. D'une part, l'activité productive et l'activité constructive, la conceptualisation dans l'action, les problèmes de développement, et en particulier, j'apporterai quelque chose qui est un petit peu, en tout cas dans l'apprentissage initial, qui est la réalité des contraintes fonctionnelles des mécanismes d'apprentissage humain, notamment l'appropriation des situations. Deuxièmement, le couple sujet à situation d'apprentissage développante. Et puis le problème du debriefing et de la réflexivité. Donc. Je prendrai un quatrième point sur ce qui a été, en quelque sorte, rapporté entre l'expérience et les apports de Ricoeur. En particulier, je le situerai du côté de la mémoire. Et puis, je terminerai par la place du sujet qui renvoie plus à la psychologie. Les points que je discuterai concernant la communication de Pierre Rabardel sont surtout le sujet capable, évidemment, et le pouvoir d'agir. Et j'essaierai de montrer que je suis très on va dire, je crois beaucoup à cette idée, le sujet capable, on va dire, et je vais essayer d'en apporter deux points, en tout cas, qui me semblent, dans nos approches en psychologie, en tout cas, limiter cet apport. Et puis, je parlerai enfin d'approche multidimensionnelle d'Yves Schwartz. Donc, pour moi, c'est une expérience de faire cette discussion pour un illettré en philosophie que je suis. Je vais donc prendre le point de vue de la psychologie ergonomique, de type plutôt cognitive et expérimentale. J'ai l'expérience plutôt d'un naturalisateur des situations de travail. Et peut-être que vous verrez une certaine trivialité dans les actions de démonstration que je mettrai. Évidemment, elles sont un peu plus détriquées que ce qu'on vient d'entendre. Donc, une première, pour moi, je vais d'abord faire comme ça, une première, quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui révèle, à mon avis, cette idée d'activité productive et d'activité constructive. J'ai travaillé pendant un certain temps, c'est le premier travail que je voulais vous montrer, sur la façon dont des grutiers qui étaient illettrés concevaient l'équilibre des grues, c'est-à-dire comment ils arrivaient dans la courbe que vous voyez là à gauche, comment ils arrivaient à se représenter le rapport entre la distance et le poids, c'est-à-dire l'équilibre de la grue, autrement dit, évidemment, le rapport entre le poids et la distance, c'est-à-dire, évidemment, vous voyez donc évidemment la courbe de charge d'une grue.
Et on a fait une analyse de l'activité assez longue, et puis des débriefings, etc. Et la phrase que j'ai mis en rouge au début me paraît être un bon exemple de ce qu'une activité productive a provoqué comme construction. Quand le grutier disait « plus que tu avances, moins que tu peux porter », il déroulait en quelque sorte une sorte de théorème qu'il avait construit à partir d'un apprentissage complètement implicite de cette situation, sans que jamais on lui ait appris ce que c'était qu'une courbe de chargé. Lorsque on leur proposait des sortes, en quelque sorte, de petits tests évaluant leur capacité à ça, on trouvait en fait des réponses que j'ai représentées sous forme de courbes et qui représentaient évidemment une courbe de charge. Et ça montre que la pratique, effectivement, ne se résume pas à un ensemble de trucs, ne se réduit pas à l'empirique ici, puisque, comme disait Pierre, puisqu'on voit que ce concept, plus que tu avances, moins que tu peux porter, est bien une bonne image du rapport activité productive et activité constructive. Donc c'est un premier travail qui montre un petit peu l'intérêt et l'importance de cette idée, et justement d'aller dans l'analyse de l'activité, le mettre en évidence. Maintenant, je vais passer au deuxième point, celui de la conceptualisation. Je crois beaucoup à cette idée de conceptualisation dans le développement. J'ai plus travaillé au cours des apprentissages initiaux, et bien sûr que dans les apprentissages initiaux, on apprend d'abord le travail avant d'apprendre par le travail. Et j'ai toujours trouvé que dans cette idée de la conceptualisation, peut-être il était aussi intéressant d'intégrer ce que certains psychologues cognitivistes ont apporté, c'est-à-dire qui sont intéressés plus, on va dire, aux mécanismes par lesquels un apprentissage se produit, aux mécanismes par lesquels un être humain va être capable de se représenter des activités, se représenter des concepts. Et les psychologues cognitivistes ont montré la réalité des contraintes fonctionnelles des mécanismes d'apprentissage en amont de la conceptualisation. C'est-à-dire apprendre, c'est pas simple. Ça passe d'abord par l'appropriation de situation, c'est un préalable. Il faut s'approprier une situation quand on ne la connaît pas. Ça passe par, parfois, l'inhibition ou le réaménagement de schèmes qui sont non appropriés à la situation. Ça passe aussi par la mémorisation à court et à long terme de connaissances ou de structures, de schèmes qui vont être importants en quelque sorte à acquérir. Ça passe aussi parfois, je l'ai remarqué avec certaines activités complexes, par la répétition, l'entraînement, qui vont être le support, le tremplin à la conceptualisation. J'ajouterai un peu cette idée-là, au fond. Et puis, aux relations entre conceptualisation et connaissance, en particulier en ce qui concerne non pas seulement le nombre des connaissances, mais leur liaison. Alors, je voulais simplement prendre quelques exemples de ça à travers des travaux que nous menons maintenant au laboratoire qui concernent des situations de simulation pleine échelle avec lesquelles je travaille beaucoup. On développe depuis quelques années des travaux de simulation avec des simulateurs pleine échelle en médecine, avec un simulateur que vous voyez là qui s'appelle SimMan et qui est un outil assez particulier pour analyser l'activité, parce que c'est une autre façon d'analyser l'activité que de l'analyser à travers des outils d'apprentissage qui vont permettre de regarder comment des experts vont s'y prendre et des novices par exemple, et donc de regarder un petit peu comment l'expérience se construit. Dans cette situation de simulation pleine échelle, il s'agit ici vous allez voir des étudiants en médecine ou des seniors, à partir d'un simulateur sur lequel on peut faire plein de choses. C'est un simulateur hautement technologique avec lequel on peut sculpter le patient, on peut lui prendre son pouls, on peut entendre son cœur, on peut lui injecter des drogues et on aura les mêmes effets. C'est un simulateur pleine échelle de patients. Et avec ça, on fait des travaux sur l'apprentissage de ce type-là. Vous voyez, vous avez deux salles. Une salle où vont travailler sur la gauche là, des médecins qui sont en apprentissage ou des seniors. Et puis la salle 2, on fait des briefings. De l'autre côté, on a donc ces deux phases dans l'apprentissage. Une première phase qui consiste à, en quelque sorte, gérer une situation complexe, difficile, comme vous voyez ici à gauche. Et ensuite, la salle de débriefing qui est de l'autre côté, dans laquelle, avec le retour TV, on peut regarder ce qui se passe. Alors, je vous montre ça simplement comme des exemples qui concernent ces problèmes de développement et de conceptualisation. Donc ça, c'est l'écran du directeur de simulation. Et voilà quelques situations où des sujets avaient ici un médecin, un ambulancier, un infirmier à prendre en charge un patient qui venait d'avoir un arrêt cardiaque respiratoire. Donc, voilà. Et donc, on a évidemment... voilà. Alors, ce que je voulais en dire, voilà, donc c'est un petit peu cette idée qu'il y a une importance de l'appropriation et que, notamment, elle ne se fait pas sans difficulté. Que la conceptualisation, elle commence peut-être déjà là, mais que
elle va prendre beaucoup de temps. Ici, c'est une étude dans laquelle on a comparé les experts et des novices, sur la gestion d'un arrêt cardio-respiratoire. Ici, en haut à droite, vous avez une figure qui vous montre la différence entre des experts et des novices quant à leur capacité à gérer la situation. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est peut-être les deux flèches du bas. Ça vous montre un petit peu ce qui se passe pour un expert et un novice. Vous voyez, si on prend l'expert, il va, avec une série d'actions extrêmement organisées, extrêmement rapides, d'abord repérer que le cœur du patient est en fibrillation, c'est ce que vous avez en deuxième point, après qu'il ait pris son pouls. Et à partir de ça, il aura fait un diagnostic très rapide et il va mettre en place ce qu'il faut. Si vous regardez ce que fait un novice au-dessus, le novice, ce n'est pas n'importe quel novice. C'est quelqu'un qui est en 5e année de médecine. Nous avons fait un pré-test entre ces experts et ces novices. Ils avaient exactement les mêmes connaissances théoriques préalables. On a mesuré qu'ils avaient exactement les mêmes connaissances théoriques préalables. Or, comme vous le voyez dans l'activité ensuite, c'est extrêmement différent. Et qu'est-ce qui se passe pour le novice? C'est que dans un premier temps, il va proposer de l'oxygène, il va se jeter sur le patient pour faire un massage cardiaque, comme vous pouvez le voir. Donc la première ligne propose de l'O2, voit qu'il y a des problèmes sur le tracé du cœur, fait du massage cardiaque, etc. Et donc il va faire en quelque sorte comme un novice qui n'a jamais appris la médecine et qui va se jeter sur le patient parce qu'il le voit en détresse respiratoire, comme ferait n'importe qui n'a pas fait d'études de médecine. Ce qui montre bien que d'abord, l'expérience, c'est de faire une expérience qui va être une appropriation progressive, une inhibition des mauvais schèmes en quelque sorte, et puis un apprentissage très, on va dire, lent à travers cette expérience. Et qu'est-ce qui va se passer évidemment chez l'expert? C'est pas seulement la maîtrise des connaissances, mais c'est évidemment la maîtrise de la situation beaucoup plus complète. Donc voilà peut-être une autre façon un peu de voir l'expérience qui est importante de cette appropriation. Une autre étude qu'on a menée qui montre bien ça, cette importance de l'appropriation. Ici, il s'agit d'une étude qui montrait finalement deux simulations, dont l'une va préparer l'autre, et qui montre bien, par exemple, comment, à partir d'une appropriation sur une situation, alors on va, dans une autre situation, être capable, évidemment, de bien mieux réussir. Ici, il s'agissait de l'étude du transfert d'un simulateur écran de faible fidélité à un simulateur de haute fidélité. Et donc, on avait donc deux groupes. L'un qui, alors ce simulateur de faible fidélité s'appelle MicroSim, on s'apprend à gérer un arrêt cardiaque sur un écran avec un simulateur qui fait qu'on ne touche pas le patient, on est extrêmement, c'est une sorte de jeu sur un simulateur écran. Et on a comparé des sujets qui faisaient ça avec des participants qui avaient ce que j'ai appelé class practice, c'est-à-dire, bon, c'est en anglais, peu importe, on comparait ça à un groupe qui avait une formation plus traditionnelle, et ensuite ils étaient testés avec Steinman. Et ce que vous vous rendez compte dans la courbe qui est sur la gauche, c'est que ce groupe qui avait d'abord commencé par une situation écran, mais qui était proche de la réalité, réussit bien mieux dans une activité en quelque sorte plus réelle sur le simulateur. Ce qui veut dire qu'on a une appropriation petit à petit, et notamment ce qui n'est pas dit dans cette diapositive, c'est que la meilleure réussite des personnes qui étaient passées par une situation d'appropriation préalable n'était pas seulement sur la performance, mais elles étaient aussi, par exemple, sur leur capacité à faire des opérations de contrôle pendant la simulation sur l'état du patient. Autrement dit, de se désengager un petit peu de la contrainte de la performance, ce qui était assez intéressant. Donc voilà ce simulateur écran. Troisième point sur le couple sujet-situation d'apprentissage développante. Parce que je pense que le sujet tel qu'il est, j'ai du mal à envisager le sujet en dehors de la situation dans laquelle il va se développer. Et que donc, en tout cas, voilà une sorte d'exemple. Ici, ce qui a été fait, c'est une étude longitudinale avec un système d'entraînement, en quelque sorte. Voilà ce qu'on a fait. Je vais vous expliquer l'expérience et vous allez voir pourquoi je trouve qu'il y a un groupe qui progresse. Et à mon avis, ça pose la question vraiment des situations de développement dans cette expérimentation. Voilà ce qui se passait. On a, donc, ça a un petit peu modifié l'organisation, parce que je l'ai transformé en PPT, c'était en PPTX. Enfin, donc, nous avions trois groupes que nous avons comparés. Le groupe qu'on a appelé simple. Ces groupes d'étudiants novices, voilà ce qu'ils faisaient. Ils passaient donc ils avaient 3 cas à gérer sur des étudiants de médecine entre 4 et 5 ans.
Et ils avaient à gérer sur le simulateur de patient, celui que vous voyez en bas, donc à droite, ils avaient à gérer 3 cas à des distances différentes. Ils étaient évalués sur un 4e cas, qui était l'évaluation. D'abord, il y avait 3 cas simples, 3 cas très simples qu'ils avaient appris, qui étaient en fait une procédure très simple à mettre en place. Cette procédure très simple, c'était un cas d'accident cardiaque respiratoire, puis un cas d'asthme aigu, puis un cas de sédation, c'est-à-dire quand une personne est dans un coma éthylique, par exemple. Et ils avaient à gérer donc ces 3 cas simples, et ensuite, ils avaient une évaluation 1 mois après, à peu près, grosso modo, sur un cas difficile. Ce cas difficile était soit l'arrêt cardiaque respiratoire, soit l'asthme, soit la sédation, mais c'était un cas qui se dégradait. Donc on voit le transfert de cet apprentissage simple sur un cas qui se dégrade. Deuxième cas, qu'on appelait le groupe difficile 1, ils ont d'abord un cas simple, ensuite un cas difficile, c'est-à-dire un cas qui se dégrade, puis ils ont un cas simple à nouveau. Et puis enfin, ils sont évalués sur le cas difficile en 4e, mais le même cas difficile que celui qu'ils ont vu pendant l'apprentissage. Et puis enfin, un 3e cas, le difficile 2, ils sont une situation de simulation d'abord simple, puis un cas difficile 1, puis un cas simple, et puis ils sont évalués sur un cas difficile 2, c'est-à-dire un cas qui est difficile, mais qui est complètement différent du cas difficile 1 qu'ils ont vu. Et les résultats, ils sont à gauche. Donc vous voyez d'abord que ça progresse lentement entre la séance 1 et la séance 4, mais ça progresse, et qu'il faut donc du temps. La deuxième chose, c'est en bas. On attendait un peu ça, mais ceux qui progressent le plus entre la séance 1 et la séance 4, c'est le groupe difficile, et non pas le groupe simple. Et en particulier, le groupe difficile 2, qui a eu à traiter un cas différent de celui qu'il a vu pendant l'apprentissage. Ça montre qu'il y a eu du développement, qu'il y a eu probablement au cours des débriefings, parce qu'à chaque fois il y avait un débriefing, dont je ne parlerai pas là parce que ce n'est pas le lieu, et on voit bien que certaines situations d'apprentissage sont développantes et que d'autres non. C'est un petit peu ce qu'essaye de montrer cette étude de didactique expérimentale, pourrait-on dire. Autre chose sur l'expérience, un autre cas, on est en train de travailler sur un simulateur d'appel Centre 15, où on a travaillé sur différents types de populations, ce qu'on appelait des beginners, donc des débutants, des intermédiaires et des experts. Et quelque chose qu'on a vu en calculant des indices de flexibilité chez l'expert, ce qu'on a vu également, c'est une augmentation de la variabilité, effectivement, des comportements, d'une part. Et puis, d'autre part, ce qui était intéressant ici, c'est, alors ça revient peut-être avec l'idée en tout cas, de pouvoir d'agir, et qui était vraiment relié, en tout cas dans cette expérience-là, avec des raisonnements vicariants extrêmement nombreux chez les experts, et que on voit ce développement petit à petit entre les novices et les experts. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans cette étude-là. Donc voilà pour ce qui est du développement et des situations potentielles, en tout cas, ici. Presque dernier point, sur les facettes de l'expérience, je me suis demandé si quand même il n'y avait pas dans ce que Pierre abordait des aspects qui concernent l'apprentissage implicite et l'apprentissage explicite. Et quelque chose qui m'a... Je me suis posé la question, devant cette distinction de Ricoeur entre idem et ipsé, dans la littérature de psychologie cognitive, on trouve des chercheurs qui ont distingué entre mémoire épisodique et mémoire sémantique conceptuelle, et d'autre part métasavoir. Je me suis demandé s'il n'y avait pas des correspondances, en tout cas, entre la mémoire idem et la mémoire épisodique, la mémoire conceptuelle sémantique et les métasavoirs et l'expérience ipsée, en quelque sorte. Peut-être qu'on peut y trouver un certain nombre de rapports. La question du sujet maintenant, du sujet épistémique au sujet capable. Faut-il un sujet donc pour le pouvoir d'agir? Je pense que dans certaines théories, il me semble dans cette approche en tout cas voir la disparition du sujet. Et dans les travaux que je puis mener, j'ai surtout trouvé une importance, en tout cas, de la question du sujet dans la réflexivité, dans le débriefing. Et une anecdote que je voudrais simplement rapporter en 1 minute. Nous avons fait un travail avec Élodie Bonnetin, qui est là dans la salle, sur le débriefing dans les situations médicales. Et on a comparé un peu bêtement, mais bon, c'est un peu l'existence d'un débriefing ou l'absence de débriefing. Donc des sujets avaient à traiter une situation complexe en médecine, et ils avaient un débriefing où d'autres n'en avaient pas. Et
Et on s'est rendu compte, dans le post-test qu'on a fait pour voir l'effet du débriefing, que ceux qui n'en avaient pas réussissaient mieux que ceux qui en avaient eu un. Et on s'est demandé pourquoi. Et figurez-vous, les sujets nous ont dit, parce qu'on les a interrogés devant un résultat comme ça, quand vous voyez que ceux qui n'avaient pas de débriefing avaient de meilleurs résultats au post-test que ceux qui en avaient un, d'où ce que j'ai mis situation de débriefing et signification pour soi, ceux qui n'avaient pas eu de débriefing en étaient tellement étonnés qu'ils se sont posés plein de questions pendant longtemps. Et que le fait de se poser plein de questions pendant longtemps, finalement, c'est une sorte d'auto-débriefing qui a peut-être été plus profond qu'un débriefing qui a consisté finalement à les faire un peu s'interroger sur ce qu'ils avaient fait pendant la situation et finalement qui a consisté à leur donner des leçons sur ce qu'ils auraient dû faire. Et donc, je pense que cette situation de non-débriefing, finalement, a entraîné un débriefing pour soi qui a donné une sorte de signification pour soi plus profonde peut-être que l'existence d'un débriefing un peu trop procéduralisé dans cette situation. Mais enfin, ça nous a un peu perturbés. Voilà. Je vais quand même dire quelque chose sur le sujet capable et le pouvoir d'agir. Simplement, 2 points de discussion là-dessus. Je crois beaucoup à cette idée de sujet capable parce que je pense que quand on a un petit peu de bouteille comme formateur, ce qui est mon cas avant d'être à l'université, on a vraiment cette idée que le sujet est capable, il n'y a aucun problème. Et je voulais simplement dire que je vais prendre 2 cas, du coup qui ne sont pas forcément toujours de critique en quelque sorte, pas du sujet capable, mais de la manière dont certaines approches en psychologie parfois peuvent réduire la capacité du sujet. On a beaucoup travaillé en psychologie cognitive sur la théorie de la charge mentale, en particulier sur l'idée de la surcharge cognitive. Cette idée, bon, j'y crois parce que j'ai déjà vu dans beaucoup de situations que l'idée de ressources limitées, de contraintes fonctionnelles dans les mécanismes de traitement de l'information, ça existe. Et c'est visible tous les jours quand on voit les sujets qui découvrent une situation, ou quand on voit des sujets devant des situations trop contraignantes ou trop difficiles. Ça a été bien montré par Leplat, Bisseret, enfin bon, il n'y a plus à revenir là-dessus. Mais une incompréhension, et ça pour moi c'est important, d'où l'importance d'une association comme l'association de l'éthique professionnelle pour un peu, comment on va dire, expliquer, valoriser, essaimer des concepts chez les formateurs de l'éthique professionnelle. Une incompréhension, par exemple, de cette théorie peut conduire à en fait, j'en ai vu un usage récent en éducation qui peut poser problème, justement sur le sujet capable, et qui peut aboutir à l'idée du sujet passif, limité, victime des informations délivrées, et peu capable. Ce qui est faux. Par exemple, ne pas donner plusieurs informations parce que, oh, le pauvre, ça risquerait de le rendre malade. Ou pas de problème un petit peu complexe parce que sinon, ça pose un problème. Et qui conduisent à une simplification démesurée des situations. Ça, je pense qu'il faut faire attention à ça, en tout cas dans l'éducation, parce que j'ai pu m'en rendre compte. Une deuxième, c'est le sujet capable et la gestion des situations à risque en ergonomie de la sécurité. N'y a-t-il pas, c'est une interrogation que j'ai, j'en sais rien, peut-être que je ne connais pas assez bien le domaine, n'y a-t-il pas en ergonomie parfois un modèle traditionnel implicite de l'ergonomie, considérant le sujet un peu comme incapable, dont il faut réduire la capacité d'action? Et je crois que pendant longtemps, il m'a semblé implicitement qu'une sorte d'épistémologie de l'ergonomie essayait d'éliminer un peu le sujet de la situation par rapport, par exemple, à des approches de l'erreur humaine et de la fiabilité, notamment le rôle de l'opérateur, parfois dans la récupération d'incidents, ou des nouvelles approches sur la fiabilité, comme celle d'Amalberti. Parfois les délégations de fonctions, par exemple dans les voitures du futur, les multiples couches d'automatisme qui peuvent parfois entraîner des effets attentionnels négatifs, avec, pour l'être humain, des reprises en main du système de plus en plus difficiles. Je voulais dire par là que parfois, on pense, peut-être, ça conduit à penser que le sujet est peut-être un peu pas assez capable. Bon, il faut se garder un peu de cette chose-là. Et puis le pouvoir d'agir à l'épreuve des risques psychosociaux. J'ai vu ça dans un des séminaires de Pierre Abardel sur les sujets capables et les situations un peu incapacitantes. Et puis enfin, je ne retiendrai qu'une seule chose de ce que Schwartz a apporté, c'est une espèce d'approche intégrative de différents niveaux
à la fois sociaux, historiques et philosophiques. Voilà, dont je suis peu capable de développer. J'en resterai à mon niveau de psychologie cognitive, comme je vous l'ai montré. Voilà, merci de votre attention.